Je prendrai quelques minutes peut-être en guise de préliminaire pour expliquer comment j'ai été amené à m'intéresser au conspirationnisme. En évoquant à cette occasion 3 publications plus ou moins récentes à ce sujet. Dans ces 3 publications, il y en a même peut-être 4, puisqu'il y en a une 4e que je citerai au cours de l'exposé. Il y a 2 études approfondies. La première étude approfondie, c'est un petit ouvrage, un opuscule que j'ai écrit en 2013, intitulé « Petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées », fruit d'une année de cours que j'ai donné à Sciences Po Lyon en 4e année, et un autre article qui est apparu très récemment, en novembre 2016, et qui a été, dans le cadre d'un numéro qui a été coordonné par un collègue historien, Antoine Coppolani, de Montpellier, et Pierre Razou, qui est directeur de recherche à l'IRSEM. Cette étude est intitulée « Les États-Unis au Moyen-Orient, évolution et perspectives stratégiques ». Et cette étude, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur le site de l'IRSEM, l'école militaire rattachée au ministère de la Défense. Et dans cette étude, je propose une analyse des rapports entre Daesh, organisation État islamique, et États-Unis d'Amérique, sur la base d'une réflexion sur précisément le conspirationnisme ou le complotisme. On aura l'occasion d'y revenir plus avant. S'agissant des études plutôt grand public, sur lesquelles je vais me fonder aujourd'hui pour tenir le propos que je souhaite vous tenir, c'est une tribune parue dans le journal La Croix le 23 novembre 2015, intitulée Le conspirationnisme, l'illusion du savoir. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on peut parler à très juste titre d'illusion. Et puis une autre tribune, coécrite avec le sociologue qui est à Sciences Po Lyon, Philippe Corcuff, où on analyse, et on le verra très vite, le phénomène Soral, la Soral, dont il sera question aujourd'hui. Peter a eu raison de dire une chose fondamentale. La religion, puisque c'est l'essentiel de mes travaux, l'étude des rapports entre religion et politique dans les mondes de l'islam francophone ou arabophone, et notamment de l'islam sunnite. La religion, à mon sens, et j'ai l'occasion de le dire et le redire à l'occasion de mes interventions ou par écrit, mérite examen, y compris dans l'analyse des sociopolitistes ou des politistes. Or, généralement, beaucoup de mes collègues politistes travaillant sur le fait musulman ou le monde arabe majoritairement musulman ont plutôt tendance à sous-évaluer, sous-peser, voire marginaliser la religion dans l'examen des phénomènes de violence ou de déstabilisation dans le monde arabe majoritairement musulman. Et je crois plus que jamais qu'il faut réhabiliter le paradigme religieux, mais en l'enserrant dans un domaine de définition précis, rigoureux, ce que je vais également tenter de faire. Pour cela, je m'appuie dans mes travaux, et c'est ce qui apparaîtra probablement dans l'exposé d'aujourd'hui, sur une approche d'abord multifactorielle, plusieurs facteurs, on l'a dit, religieux, politique, géopolitique, économique éventuellement, mais aussi pluridisciplinaire. Il n'est pas rare de voir dans mes exposés ou dans mes écrits des références à des philosophes. Je pense notamment à un philosophe qui m'a beaucoup servi dans la réflexion de la réhabilitation du religieux dans l'analyse sociopolitique, à savoir Leszek Kolakowski, qui a écrit un ouvrage au début des années 80, paru aux éditions Fayard, intitulé « Philosophie de la religion », où il a une analyse tout à fait intéressante pour montrer en quoi est-ce que la religion est autonome. Elle n'a pas forcément besoin d'être rapportée à autre chose qu'elle-même. La religion peut être en tant que telle motrice de comportement et de rapport au monde. Et la meilleure des démonstrations, selon Kolakowski, c'est sa permanence à travers les siècles. C'est-à-dire que le religieux reste solide, malgré le phénomène de sécularisation qui, comme vous le savez, est une perte d'évidence du religieux dans les rapports verticaux et horizontaux, entre l'État et les sociétaires, ou entre les sociétaires. Dans quel contexte général nous trouvons-nous ou évoluons-nous? Et à mon avis, c'est la première des questions qu'il faut poser quand on aborde cette question du triptyque religion, mondialisation et
conspirationnisme. Ce contexte général, assurément, peut être une première étape clé dans la saisie du phénomène conspirationniste, comme assurément symptomatique d'une époque d'incertitude, de danger, de risque. Et l'usage du mot risque est à dessein pour que vous preniez bien la mesure que l'intervention qui est la mienne aujourd'hui entre directement en écho avec le séminaire. Et quand on dit risque, bien sûr, il s'agit de quelque chose de plutôt négatif. On n'appréhende pas forcément le risque, mais on sait que le risque comporte une part d'incertitude, mais du point de vue négatif, et rarement de façon positive. Nous vivons effectivement une période de brouillage idéologique, et cette expression, je la dois une fois de plus au collègue sociologue Philippe Corcuff, qui a écrit un petit ouvrage que je vous recommande, qui se lit assez vite, « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard », aux éditions textuelles. Un ouvrage polémique, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Et cette période de brouillage idéologique se caractérise par c'est l'expression de Philippe Corcuff, une extrême droitisation de la vie politique française. Des phénomènes de violence commis au nom de l'islam, on l'a vu tragiquement à l'occasion des attentats de janvier et novembre 2015, mais aussi des manifestations de type antisémite ou islamophobe. Et quand je dis islamophobe, quel que soit le terme retenu, on peut discuter du mot, mais je réfère aux discriminations ou aux paroles de haine dont peuvent faire l'objet ou dont peuvent être victimes les musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Bref, à une perte de repères éthiques ou des repères éthiques et à une érosion caractérisée sur plus d'un plan des frontières idéologiques classiques entre les formations politiques françaises. Dans la mesure où les thèmes ou les thématiques ou thèmes identitaristes, par exemple, tendent à circuler de l'extrême gauche à l'extrême droite de l'échiquier politique, avec évidemment un vocabulaire et des tonalités qui peuvent différer. C'est-à-dire que ce que je veux signifier par là, c'est que les thématiques identitaristes, vous pouvez les retrouver chez certains acteurs individuels, de l'échiquier politique français de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais naturellement, selon les appartenances des uns ou des autres, ou des uns et des autres, la tonalité ne sera pas exactement la même. Et on pourra, bien sûr, à l'occasion de la discussion, échanger à ce sujet. C'est sur ce terrain fertile, c'est important de le dire et de le noter, que le conspirationnisme peut naturellement plus facilement prendre. Le conspirationnisme, on va donner des définitions, bien sûr, a posteriori, prend généralement dans des contextes d'incertitude, on l'a dit, de perte des repères éthiques, et tout cela peut constituer un terreau favorable, privilégié. Et on aurait tort de renvoyer le conspirationnisme, cela peut être une tendance chez certains, sans nuance aucune, au domaine de l'irrationnel, du déraisonnable, de l'absurde, etc. Et en renvoyant le conspirationnisme à tort, à mon sens, au domaine de l'irrationnel, du déraisonnable ou de l'absurde, ce faisant, on en sous-estime, ou on peut en sous-estimer le cas échéant, les effets sociaux dans et sur la réalité, en particulier sur la perception des individus, dotés ou non de capitaux culturels. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il serait erroné de penser ou d'imaginer que le conspirationnisme prendrait seulement chez les couches de la population mal éduquées, sous-éduquées, sous-instruites, sous-cultivées. On trouve le conspirationnisme croissant, y compris chez des individus qui ont fréquenté l'école de la République et qui sont arrivés à des niveaux, je dirais, d'instruction relativement remarquables. C'est en prenant au sérieux le conspirationnisme, en le décortiquant à la loupe, qu'on parviendra efficacement à le déconstruire, à le défaire. Et là aussi, on a habitude en sociologie politique et en sociologie tout simplement à invoquer ou convoquer la neutralité axiologique, comme le souligne fort bien Max Weber. Mais la neutralité axiologique n'exclut pas une responsabilité morale de ceux qui interviennent dans l'espace public. Et moi, je pense qu'en tant que chercheur, il peut y avoir du normatif, ou un jugement normatif, ou un jugement axiologique, dès lors qu'il est apprivoisé, maîtrisé. Et je pense que c'est de l'intérêt collectif que le chercheur s'implique à bonne distance du point de vue de la cité. Donc je dirais que c'est une responsabilité morale que de déconstruire, de tenter de déconstruire ce phénomène conspirationniste ou le conspirationnisme.
Alors, le conspirationnisme, sans être par nature spirituel, de loin s'en faut, présente des traits communs au millénarisme ou au messianisme, où, à minima, il se fonde ou se construit sur un imaginaire qui se nourrit de fantasmes ou d'imageries en tout genre, prenant le temps d'une définition. Et là, je citerai un ouvrage écrit par le philosophe Pascal Bouvier, intitulé « Millénarisme, messianisme, fondamentalisme, permanence d'un imaginaire politique ». C'est un ouvrage qui est apparu à l'Harmattan en 2008. Que dit Pascal Bouvier? Ça peut être, si vous voulez, une définition générale qui nous permet d'entrer progressivement dans la séance. Page 10-11, il écrit la chose suivante, je cite, « Les actions individuelles et collectives trouvent leur motivation dans une multitude de causes et les représentations imaginaires, si elles n'expliquent pas la totalité de celles-ci, produisent, malgré tout, des effets dans le cours des événements ou dans les organisations sociales. » Et il ajoute, « formes imaginaires qui proviennent du religieux, mais qui en dépassent la stricte signification spirituelle. » Ça me paraît vraiment deux définitions importantes. Formes imaginaires qui proviennent du religieux, mais qui en dépassent la stricte signification spirituelle. Donc il y a un religieux, et ce qui m'intéresse aussi dans le propos de Pascal Bouvier, c'est le rôle moteur de la religion, les effets que cela provoque ou induit. Parce qu'on a tendance à croire que le religieux, sans autre chose, ne produit pas par lui-même des effets. Or, on le voit, quelqu'un qui est versé dans une forme de religiosité, quelle qu'elle soit, judaïsme, christianisme, islam, ou toute autre forme de spiritualité, monothéiste ou non, ému par une certaine représentation du monde qui provoque chez lui des attitudes vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son contexte immédiat ou de l'environnement international ou global. Il ajoute autre chose, Pascal Bouvier. Il parle d'imaginal, l'imaginal au sens d'Henri Corbin, d'image primordiale, de réalité mentale autonome, telle que, je cite, les cités idéales, l'âge d'or, le millénarisme, les schèmes de l'utopie. Et il y a de ces composantes dans le conspirationnisme, comme on va le voir très rapidement. Ces composantes millénaristes, l'idée d'un âge d'or, d'une cité idéale, qui apparaissent dans certains prélèvements textuels ou de discours que je mobiliserai tout à l'heure. Comment, à présent, coupler ou associer le triptyque mondialisation, religion, conspirationnisme? Parce que la question légitime que vous seriez à même de vous poser, de me poser, a fortiori, quel lien présentent les trois termes ou domaines? Quel lien entre eux? Qu'est-ce qui les lie? Mondialisation, religion, conspirationnisme. Première observation, il est acquis que la mondialisation affecte, d'une manière ou d'une autre, tous les pays et les sphères sociales. Celle-ci entraîne un éclatement des foyers et des sources de diffusion de l'information. Quand je dis information, vous comprendrez qu'il faut prendre cela avec beaucoup de prudence. Cette information peut être tronquée, recoupée, vraie ou fausse. C'est pour ne pas entrer dans les catégories sémantiques qui nous compliqueraient la tâche. Vous pourriez me dire, une information tronquée ou fausse n'est pas une information. C'est pour ça que je dis, mettez information entre guillemets, tout en gardant à l'esprit que cette information peut être tronquée ou recoupée, vraie ou fausse. Et ces multiplications, cet éclatement plus exactement des foyers et des sources de diffusion de l'information offrent une accessibilité plus grande, sans précédent, à un grand nombre de gens, via le vecteur viral qu'est le net. Et cela concourt, par là même, à l'abolition de toute forme de monopole, notamment par le court-circuitage, un mot un peu dit vite, mais le court-circuitage des médiations ordinaires. Qu'est-ce que j'entends par médiation ordinaire? Bien sûr, c'est le journalisme professionnel ou l'enseignement. Voilà deux vecteurs, par exemple, de transmission du savoir ou des connaissances. Et, à contrario de cela, on observe une inflation sans précédent et continue de la, je mets des guillemets, de la contre-information. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et vous voyez, on arrive progressivement à la question du conspirationnisme. C'est que cette contre-information est baptisée parfois, justement par les adeptes du conspirationnisme ou de la conspiration,
la réinformation. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les milieux conspirationnistes, qui nous explique qu'ils vont nous réinformer, ce qui suppose que l'information ordinaire n'est pas la bonne, tronquée, fallacieuse, fausse, etc. Et justement, ces conspirationnistes qui parlent de contre-information ou de réinformation s'affirment contre les médias, je cite, mainstream. C'est une expression aussi qu'on retrouve assez souvent dans leur langage ou vocabulaire. Alors bien sûr, ces conspirationnistes, adeptes de la réinformation, vouent sans coup férir aux gémonies l'information classique. Parce qu'ils estiment que cette information ordinaire ou classique procède par dissimulation de l'information vitale pour le peuple, entre guillemets. La thématique du peuple aussi est présente dans le discours conspirationniste. On le verra, on l'illustrera également. Alors le polémiste français Alain Soral, ses militants et ses sympathisants de tous horizons en font partie. On peut dire qu'en France, ce sont des incontournables du conspirationnisme. Nous y reviendrons. On pourrait dire qu'ils forment, avec d'autres, le sommet d'un panthéon français du conspirationnisme. Alors, là aussi, petite incise. Certains peut-être ne le connaissent pas. À mon avis, rares sont ceux qui ne connaissent pas Alain Soral à présent. Mais ceux qui ne le connaissent pas, peut-être par déficit d'information, c'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'il ne produit pas des effets. C'est ça aussi souvent, parce que, évidemment, on a l'impression que ce qu'on ne connaît pas soi-même, c'est quelque chose qui n'a pas de portée dans la réalité sociale. Moi, je peux vous dire qu'il a une portée, ne serait-ce qu'en consultant le nombre de visionnages de ces vidéos sur Internet. Et c'est considérable. Donc, ce n'est pas quantité négligeable. Donc, premier argument qui vient à désamorcer ceux qui estimeraient que c'est tout à fait secondaire. Alors, à ce propos, pour illustrer la nécessité d'aborder la question, ou en tout cas aborder cette figure, dans sa préface c'est le titre qu'il a choisi d'un de ses ouvrages, Chronique d'avant-guerre, paru en 2012. Voilà ce qu'écrit Alain Soral. Et c'est intéressant parce que ça fait directement écho à ce que je dis à l'instant, ce que je disais. Je cite, « Un journaliste aujourd'hui, et pardonnez-moi pour la vulgarité des propos qui vont être tenus, qui ne sont pas les miens, un journaliste aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur. » Et il ajoute, pour marteler et illustrer son propos, je cite, « N'ayant fait que le vérifier chaque jour davantage depuis 92, il met entre parenthèses Maastricht, guerre du Golfe, 11 septembre, Shoah, ça c'est un indicateur très intéressant de son antisémitisme carabiné, parce que c'est vraiment quelque chose qui est constant dans son discours. Donc je reprends la phrase, « N'ayant fait que le vérifier chaque jour davantage depuis 92, Maastricht, guerre du Golfe, 11 septembre, Shoah, à partir d'octobre 2008, pour publier un article authentique, donc l'idée d'authenticité contre la vacuité des autres, pas un publi-reportage, une feuille de catéchisme droit de l'homiste, libéral, métisseur, donc anti-immigration, etc. J'ai dû fonder mon propre journal. En somme, voilà le message qu'il livre par là même, en somme, les médias connus et reconnus vous mentent, ils sont complices du mal ontologique qui vous ronge. Soral vous le dit, croyez-le sur parole, consultez et informez-vous via son site et les publications qu'il met à l'honneur. » Tel est le message subliminal, mais très souvent explicite, que le polémiste en question n'a de cesse, non sans rencontrer un succès certain ou un certain succès, de distiller dans ses livres et prises de position publiques. Alain Soral, et il n'est pas le seul dans le contexte français, bien sûr, il y en a d'autres, il y a d'autres figures, je ne pourrais pas aborder toutes les figures, ça demanderait plus qu'un séminaire de 2 heures, mais peut-être qu'on me réinvitera, si ma prestation d'aujourd'hui n'est pas trop mauvaise, entrevoit justement opportunément la religion, c'est ça qui est intéressant chez Soral et qui fera le lien, vous voyez, progressivement avec le thème, il entrevoit justement opportunément la religion comme un refuge, une bannière ou toile de fond idéologique inespérée. Et j'ai appelé ça la sacralisation du conspirationnisme, ou sacraliser le domaine conspirationniste, en lui donnant cette aura de sacralité. Sous ou sur laquelle, donc cette toile de fond idéologique, il cherche une explication ultime des événements du monde, une cohérence, une logique, un fil conducteur, des continuités, un sens de l'histoire, un sens, je le mets bien sûr entre guillemets,
in fine introuvable dans la réalité sociologique. C'est-à-dire que Soral parvient à penser, de façon bien sûr sur un mode conspirationniste, le contraire de ce que montre une réalité sociologique. Qu'est-ce qu'une réalité sociologique? C'est que précisément, elle est contradictoire. Il n'y a pas d'explication ultime et absolue dans une explication en sciences sociales. Et justement, grâce au par-devers l'approche conspirationniste, il y a la particularité de fétichiser à l'extrême l'intentionnalité des agents, qu'elle uniformise au passage. En fait, c'est beaucoup plus simple de postuler une intention unique et homogène que de prendre acte de la contradiction observable dans la réalité sociologique. Il y a des explications, mais ces explications ne sont jamais absolues, elles sont parcellaires, forcément. Et d'ailleurs, aucune discipline ne donne une explication absolue, notamment la discipline des sciences sociales. Alors, paradoxalement, dans le conspirationnisme, la religion telle qu'elle peut être mobilisée vise moins à promouvoir une spiritualité éthique à base de commandements moraux, mais à l'hyper-rationalisation ou rationalité instrumentale parfaite de la réalité observable, c'est-à-dire donner une cohérence absolue à tout, y compris à ce qui n'en a pas forcément. Donc vous voyez, c'est paradoxal, c'est que le conspirationnisme, en quelque sorte, fait de l'hyper-rationalité, hyper-rationalisation. Apparemment, c'est oxymorique, cette association-là, entre rationalité et conspirationnisme. En fait, c'est une hyper-rationalité. On pourra bien sûr en discuter. Et ajouter à cela, il y a bien sûr un phénomène d'antagonisation de la société dans le récit conspirationniste. C'est-à-dire qu'on oppose des camps irréconciliables. Et très souvent, c'est très manichéen. C'est-à-dire les forces du mal d'un côté et les forces du bien de l'autre. Le conspirationnisme élaboré, là aussi je mets des guillemets à élaborer, est en quelque sorte un bricolage idéologique qui croise données factuelles et données métaphysiques. C'est-à-dire que le conspirationniste n'est jamais complètement... il ne s'abstrait jamais totalement de la réalité factuelle, événementielle. Mais dans ce rapport à l'événement ou à l'événementiel, il y a une composante métaphysique assez profonde. Elle est superficielle aux yeux je dirais, d'êtres rationnels que nous sommes, mais profonde aux yeux de bien d'autres. Et ces données factuelles et données métaphysiques sont bien sûr reconstruites, mises bout à bout, en cherchant de la sorte à leur donner l'apparence d'une structure logique d'ensemble implacable et d'un enchaînement logique imparable. Et là aussi, vous pressentez, je pense, le caractère redoutable du conspirationnisme. Parce que si c'était que de l'irrationnel, vous voyez, ce serait très simple à battre en brèche. Mais ce n'est pas le cas. Alors, le mondialisme, ça c'est une thématique ou un mot qui est souvent utilisé par les conspirationnistes. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est intéressant ce qu'on observe à ce sujet. Alors, il y a une distinction chez ceux qui utilisent le terme mondialiste, souvent je l'ai dit, les milieux conspirationnistes, c'est qu'il y a une distinction entre la mondialisation de fait, donc le fait qu'il y a une mondialisation, personne ne le conteste, hein, la circulation des biens, des objets, des individus, des idéologies, des imaginaires, etc. Mais pour eux, le mondialisme, c'est en quelque sorte une conscientisation du phénomène de mondialisation. Et je m'explique là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui convoquent le terme mondialisme, c'est l'idée que la mondialisation serait le fruit d'un projet conscient, mûri, voulu par des élites oligarchiques, sans foi ni loi, qui orienteraient les grandes décisions en écartant les citoyens. C'est ça l'idée de mondialisme. C'est comme si la mondialisation était un agent intentionnel, doté d'intention en soi et pour soi. C'est pour ça que je dis d'ailleurs, toute chose égale par ailleurs, qu'il n'y a pas de sens à dire l'islam dit ceci ou cela. Moi qui travaille souvent sur l'islam, généralement, je suis toujours amené à faire ce rappel qui paraît être évident, mais pas si évident que cela, c'est que l'islam en tant que tel n'est pas un agent intentionnel. C'est la même chose pour la mondialisation. Il y a des rapports de contradiction. Tous les sujets n'ont pas le même rapport à la mondialisation, ne conçoivent pas la mondialisation de la même manière. Or, dans l'argutie conspirationniste, il y a un mondialisme, donc une intention projetée sur cette mondialisation. Ainsi, le mondialisme est devenu l'abcès de fixation des conspirationnistes
religieux ou non. Tous les conspirationnistes ne sont pas forcément des religieux ou épris de religiosité. Mais généralement, même celui qui est athée ou agnostique n'a pas de mal à accepter le discours conspirationniste, même religieux, dès lors qu'il est conspirationniste. Alors, le mondialisme, qui est la dénonciation à tout va de la mondialisation, est commune généralement aux mouvements d'extrême droite, religieuses ou non. Alors, parmi les formations politiques, et ça c'est intéressant, ça nous permet de faire le lien directement avec l'actualité, parmi les formations politiques françaises qui vitupèrent le mondialisme, on trouve, et ce n'est guère un hasard, le Front National. Et je vous passe les passerelles qui existent entre les milieux conspirationnistes soraliens et le Front National. Via notamment Florian Philippot, ça a été démontré par un collègue récemment, spécialiste du Front National, dont j'ai oublié le nom, mais qui a travaillé sur ces liens, les passerelles idéologiques, entre au moins une partie du Front National et les milieux soraliens. Alors, que dit Marine Le Pen, par exemple, le 23 janvier 2013, dans un communiqué de presse diffusé sur le site de son parti? Elle affirmait la chose suivante, je cite, « Davos réunit une nouvelle fois à partir d'aujourd'hui tout le gratin de l'élite politique et financière mondiale. C'est dans cette petite station de ski que ses partisans et ses grands profiteurs de la mondialisation la plus sauvage décideront en catimini, intéressant le mot, en catimini, c'est-à-dire secrètement, le secret est quelque chose d'important chez les conspirationnistes, du sort de centaines de millions de personnes et de peuples tout entiers. L'idéologie de l'élite de Davos est simple, 2 points. Défaire les nations, les peuples et les démocraties pour laisser le champ libre au marché, à la grande finance et au multiculturalisme obligatoire. En fait, on pourrait parler, pour reprendre, je crois, une catégorie, je ne sais plus qui l'a utilisée, mais elle est très intéressante, le démon du fonctionnalisme. C'est-à-dire voir dans tout discours, n'importe quel acte, y compris le plus insignifiant, une intention cachée. C'est ça le conspirationnisme aussi. Il s'appuie sur une intentionnalité qu'on projette de façon uniforme à des acteurs. C'est-à-dire que le discours de Marine Le Pen, là où il est intéressant et qui montre qu'elle flirte avec des compartiments conspirationnistes, c'est que pour elle, les élites qui se réunissent à Davos ont déjà un plan. Tout est clair, ils sont d'accord sur tout. Ils se réunissent simplement pour entériner une décision pour l'ensemble des sociétaires, ce qui est bien sûr tout à fait excessif. On trouve aussi parmi les adeptes du conspirationnisme, chacun sa manière, un certain Renaud Camus, qui lui-même mobilise le thème, l'écrivain Renaud Camus, qui mobilise le thème du mondialisme. Et c'est un théoricien du grand remplacement. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage, il était peut-être plus talentueux du point de vue littéraire, mais en tout cas ces dernières années, souvent il convoque le grand remplacement, vous aurez compris par le titre ce qu'il entend par là, qui voit finalement le triomphe inéluctable du parti de l'étranger en France, de l'immigration sans frein, de l'islamisation qui serait, d'après lui et d'autres, conçue et planifiée par des élites qui mentiraient au bon peuple de France. Ouais, toujours cette idée d'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, chez Renaud Camus et même chez d'autres, même au Front National ou chez Alain Soral, l'immigration serait voulue, mais pas voulue ponctuellement, selon des besoins X ou Y, mais dans le cadre de perspectives plus lointaines. Hein, toujours cette furie de l'intentionnalité. Ainsi, il est non moins clair que des circonstances objectives, potentiellement génératrices de troubles, d'interrogations inquiètes, d'incrédulité et de confusionnisme, agissent dans de larges secteurs des sociétés humaines, à commencer par celle de la rive nord de la Méditerranée, pavant la voie plus aisément à la prose conspirationniste. C'est-à-dire que je ne veux pas vous laisser ici penser qu'il n'y aurait pas de circonstances objectives qui sont potentiellement génératrices de cela. Il y a aussi, je vous l'ai dit, en amont, un terreau. Et ce terreau est lié à ces circonstances objectives. Là, je n'en suis encore qu'à l'introduction, mais vous allez voir que les deux parties le déclineront assez bien. C'est qu'il y a ces circonstances objectives qui expliquent cela. Ce n'est pas in abstracto. Le conspirationnisme ne prend pas in abstracto. Alors, pourquoi? Première nouvelle observation, c'est que les décisions ne se prendraient plus exclusivement à l'échelle stato-nationale, mais dans un ailleurs
qui déposséderait les citoyens d'une souveraineté chèrement acquise. Il y a aussi cette réalité-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la construction européenne, l'Union européenne, la mondialisation, génère des inquiétudes auprès des citoyens qui s'interrogent sur leur pouvoir d'action sur les décisions politiques ou économiques. Et vous voyez, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas forcément prédisposés au conspirationnisme peuvent être captivés par ce discours qui se fonde aussi sur des faits objectifs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une liaison qui est faite systématiquement entre faits métaphysiques et faits observables. Alors l'accélération du temps et le rétrécissement de l'espace dans un monde par définition globalisé, avec une information en flux continu, sur le petit écran, mais aussi et surtout sur Internet, autorise à ce titre n'importe quelle espèce de bricolage cognitif. Je parle de bricolage cognitif parce que c'est bien le cas dans le conspirationnisme. Tant la matière qui est distillée justement sur Internet, notamment, est profuse, mais de qualité également très inégale. Alors, tous ces ingrédients viennent en quelque sorte potentialiser ou donner une positivité à l'attrait constitué du conspirationnisme et le basculement d'individus dans les récits qu'il propose. Un tel succès, on peut parler d'un certain succès, il faudrait quantifier, je n'ai pas les moyens de quantifier, mais un certain succès, et peut-être que vous-même, vous l'éprouvez dans votre vie quotidienne, dans les discussions que vous pouvez avoir en dehors de l'université avec des individus, pas forcément des paumés, c'est qu'un tel succès révèle aussi l'extrême porosité des grandes religions séculaires, je parle notamment des trois grands monothéismes, judaïsme, islam et christianisme, et de leurs adeptes face à ce type de récit, dès lors qu'aucun regard critique n'est posé sur les textes religieux et leur réception ici et maintenant. C'est-à-dire que ce qui explique aussi cette captation par le conspirationnisme de récits religieux est lié aussi probablement à une incapacité des clercs à faire le travail de déconstruction et d'historicisation nécessaire des textes religieux. Moi, je l'observe très clairement, notamment pour ce qui concerne l'islam, parce que c'est le sujet sur lequel je suis le moins mauvais, si j'ose dire, peut-être pas le plus compétent, parce que ça brasse quand même beaucoup de savoir que je n'ai pas forcément, mais je le vois pour l'islam. Il y a quantité d'ouvrages en langue arabe, notamment, sur les signes de la fin des temps, qui montrent bien qu'il y a un basculement possible dans le conspirationnisme. C'est-à-dire que chacun croyant que la fin du monde est arrivée, à partir de ce bricolage cognitif. Et les acteurs, quand vous les interrogez ou si vous les interrogez, ils vont vous expliquer qu'il y a des petits signes de la fin des temps et des grands signes de la fin des temps. Et qui est capable d'objectiver cela? Qui est capable de dire que véritablement nous arrivons à la fin d'une époque? Vous voyez, tout ça, c'est quand même des éléments qui montrent bien cette porosité des grandes religions vis-à-vis des récits conspirationnistes, et notamment la religion quand elle s'attarde et quand elle développe le messianisme, notamment, comme je l'ai dit à l'instant, cette idée de fin des temps, qu'on voit très bien, et qui est d'ailleurs ce récit mobilisé aujourd'hui beaucoup par l'État islamique. Alors, après avoir exposé le fil d'Ariane, principal de mon propos, et ainsi présenté la problématique, c'est parfait, le temps qui nous est donné, je laisserai probablement 15 ou 20 minutes d'échange, c'est ça? Parfait. Le fil d'Ariane, je l'ai exposé et présenté cette problématique. Je vous propose maintenant une définition du conspirationnisme que j'ai déjà donnée, mais que je vais préciser cette fois-ci, qui est bien sûr, je le dis d'emblée, discutable, amendable et interrogeable. Et j'exige de vous d'ailleurs un retour critique, parce que cette définition n'est pas absolue. Puis deux parties. Ces parties, j'y passerai assez vite parce que je veux quand même qu'on ait le temps de l'échange. Une partie qui sera consacrée à ce que Pierre-André Taguieff, qui a écrit court traité de complotologie. C'est un ouvrage inégal, mais qui peut être très intéressant par certains aspects. Il parle de complotisme systémique ou structurel. Je vais donner quelques illustrations de ce complotisme systémique ou structurel. Peut-être dans un second temps d'ailleurs, pas dans le premier temps, mais bon, j'aborderai cette question du complotisme systémique ou structurel. Et puis un autre type de complotisme qu'on pourrait appeler complotisme à la suite de Taguieff, événementiel. C'est-à-dire sur des événements particuliers. Vous avez ces deux types de conspirationnisme. Un conspirationnisme structurel qui estime que tout est conspiration, y compris les choses les plus insignifiantes, et puis ceux qui versent dans des formes atténuées de conspirationnisme
Et je vous donnerai un exemple, notamment à travers cette fameuse théorie du genre qui avait fait la une des médias en 2014, si mes souvenirs sont bons, pour vous dire en quoi est-ce que nous avions affaire à ce moment-là à un complotisme événementiel. Alors, quelle définition ou tentative synthétique de définition générale on peut donner du conspirationnisme? Je dirais la chose suivante, et puis je vous renverrai à cet article de La Croix. Il est, je crois, disponible sur Internet, vous pourrez le retrouver. Là, la définition que je vais vous en donner, elle est plus ou moins remaniée. Mais ça sera plus simple pour vous après, par la suite, peut-être d'aller voir le journal La Croix et cette tribune. Le conspirationnisme ou le complotisme, selon les expressions consacrées, on l'a dit, deux types d'expressions, peut se définir en quelques mots comme la croyance hyperbolique, donc excessive, en l'existence de complots organisés secrètement et de concert par un nombre plus ou moins restreint d'acteurs individuels et ou collectifs qui communieraient a priori dans des objectifs convergents. Donc l'idée de petits groupes ayant des objectifs convergents. Alors suivant cette croyance, puisque le conspirationnisme est une croyance, on peut dire une croyance sociale, ces derniers, c'est-à-dire ces acteurs individuels et collectifs, poursuivraient leurs intérêts stricts. Comment pourrait-il en être autrement? Apparemment tenus au secret pour ne pas éveiller le soupçon. Et voilà le premier paradoxe conspirationniste que vous avez peut-être vous-même relevé. Si c'est secret, comment y avoir accès? Voilà un premier paradoxe du conspirationnisme. On vous explique, ou il vous explique, que tout est secret caché, mais eux, ils y ont accès, non pas en allant sur le terrain, mais à partir d'Internet. Tiens, c'est étrange comme démarche. Vous voyez, déjà, une première... ils tordent un principe épistémologique de vérification, c'est de pouvoir confronter à la réalité leurs hypothèses. Or, en restant sur leur canapé, ou derrière l'écran de l'Internet, ils sont capables de vous dire qu'il y a une conspiration, alors que c'est supposément caché. Voilà un des paradoxes et non des moindres. A contrario, selon les conspirationnistes, le plus grand nombre, c'est-à-dire nous autres, tous sauf eux, pour l'essentiel composé d'anonymes, est appréhendé en un sujet inconscient des influences néfastes qui le manipuleraient. Une espèce d'inconscience généralisée. C'est-à-dire que même un chercheur, moi-même ou d'autres ici même, ou vous-même, vous seriez inconscient des manipulations dont vous feriez l'objet, ce qui est quand même une considération tout au moins à tout le moins discutable. Donc un sujet inconscient des influences néfastes qui le manipulerait, victime en quelque sorte expiatoire du jeu pervers auquel se livreraient les puissants dans l'ombre. En d'autres termes, des élites instituées, non localisables véritablement, à la fois identifiables et impersonnelles. Ouais, c'est toujours l'alliance des contraires, un peu un schéma à l'Héraclite. Vous voyez, c'est des élites qu'on croit identifiées, mais qu'on n'a pas vraiment identifiées, puisqu'on est dans le secret. Vous voyez, c'est cette permanence paradoxale qui est présente dans le récit conspirationniste. Aussi, le conspirationniste a-t-il vocation, dans un rôle qu'il conçoit volontiers comme de salubrité publique, voire de salut rédempteur, et là on retrouve une dimension religieuse, à mettre à nu une mécanique dont il croit fermement qu'elle échappe à la masse des individus ignorants de leur funeste sort ou destin. Donc le conspirationniste, en gros, prétend avoir accès à la réalité beaucoup mieux, ou beaucoup plus, ou davantage que le commun des mortels, le vulgum pecus, ou même le chercheur, je l'ai dit. Ainsi énoncé, le conspirationnisme a sans nul doute toujours existé, mais sa nouveauté réside peut-être dans sa contagiosité accrue. Et ça, c'est lié à la viralité d'Internet, incontestablement. Il a revêtu, notamment au cours des 19e et 20e siècles, des formes aux conséquences particulièrement mortifères, ayant conduit notamment à son paroxysme au génocide de Juifs, taxé de toutes les félonies et ignominies. Et ce que je vous dirais, et que j'ai commencé à dire déjà, c'est qu'il y a une forte composante antisémite dans le conspirationnisme. Ça, c'est vraiment le trait commun. C'est un moteur, généralement. Un moteur avec des accents différents selon les acteurs. Vous pouvez très bien avoir des conspirationnistes qui n'invoquent pas le complot juif ou judéo-maçonnique. Mais très généralement, quand même, force est de constater qu'il y a cette dimension antisémite. Par ailleurs, il existe, on l'a dit, grosso modo,
deux types de complotisme. Je n'y reviens pas, des formes hard, avec cette idée de complot systémique, et des formes plus soft, qui tiennent davantage à la rumeur érigée en récit structurant. Je ne l'ai pas dit, et j'ajoute à ce stade, c'est que dans le complot événementiel, la rumeur joue un rôle très important. Et on l'a vu notamment dans la théorie du genre, cette fameuse théorie du genre enseignée à l'insu des enfants et des parents à l'école. À mon sens, le conspirationniste est insensible au principe de non-contradiction. Il évolue dans un univers mental tautologique. Ce qu'il dit est inconditionnellement vrai. Et il y a quelque chose d'assez saisissant. Si vous écoutez le conspirationnisme, hein, prenez le temps de décortiquer, c'est qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. C'est-à-dire que vous pouvez leur apporter tous les contre-arguments que vous voulez, vous avez perdu. Puisqu'ils sont insensibles au principe de non-contradiction, et surtout, il y a toujours une parade pour vous passer devant. Donc c'est très difficile d'entrer dans une discussion, notamment avec les conspirationnistes convaincus. C'est vraiment très difficile. Je peux vous dire que j'ai eu en face de moi des conspirationnistes qui ne cédaient pas face à mes arguments, mais qui ne voulaient pas aller plus loin dans la discussion de peur qu'on se froisse. Mais vous avez vraiment une difficulté à discuter avec un conspirationniste. Il se distingue également par une triple attitude, c'est-à-dire outre le scepticisme et l'incrédulité systématique face à la succession des événements élevés au rang de faits indubitables, qui se déroulent dramatiquement un peu partout dans le monde. Donc il y a une incrédulité systématique. Et ça, le meilleur des cas, c'est Daesh. Et c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure. Beaucoup croient fermement que Daesh ne peut pas être acteur de l'islam ou d'un certain islam parce que l'islam ne tolère pas cela. Et si Daesh prétend agir au nom de l'islam, c'est que forcément, il y a une conspiration derrière. C'est des non-musulmans qui doivent agiter le spectre Daesh. Vous voyez, c'est tellement insupportable cette réalité, pour certains musulmans, peut-être de bonne foi d'ailleurs, hein, en disant mais l'islam ne tolère pas cela, ce qui est vrai à bien des égards, que ce n'est pas possible que Daesh soit le fait de musulmans eux-mêmes commettant attentats, meurtres, assassinats indiscriminés, y compris contre des musulmans. Donc vous voyez, cela aussi potentialise les potentialités du conspirationnisme. Primo, donc premier élément du conspirationnisme, le déterminisme absolu, en ce sens que les événements se succéderaient suivant une logique interne implacable, on l'a dit, sans place aucune pour la contingence et la volonté libre des individus. C'est l'antithèse même des sciences sociales. Et je vous renvoie aux travaux de Raymond Boudon ou de Max Weber, ce qu'on appelle les effets pervers. Je vous donne un exemple concret. Vous avez des acteurs sociaux, quels qu'ils soient, y compris des décideurs. Ils ont une intention à un moment donné. Mais dans la réalité, cette intention est toujours contrariée dans le fait des interactions sociales, comme dans un jeu d'échecs. Vous ne pouvez jamais complètement anticiper les coups de l'autre. Vous pouvez réduire l'incertitude, mais vous ne pouvez pas l'ôter cette incertitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets pervers. C'est-à-dire que le résultat n'est jamais identique ou conforme entièrement à l'intention de l'acteur au départ. Et ça, c'est l'enseignement principal des sciences sociales. Or, le conspirationniste est totalement insensible à cette variable fondamentale. Deuxième attitude chez le conspirationniste, le finalisme qui découle du premier point, à savoir la conscience ferme que tout événement obéirait à une finalité pensée en amont par quelques individus en dehors des traditionnelles arènes du pouvoir représentatif. Tertio, c'est le dernier point, le mentalisme ou l'intentionnalisme, c'est-à-dire l'attribution d'intentions uniformes et malignes, à des agents qui peuvent être en lien, d'ailleurs selon eux, selon les conspirationnistes, avec des forces occultes, toujours contre la masse. Vous voyez, il y a aussi une dimension, c'est pour ça que j'ai dit qu'une dimension métaphysique, c'est que le conspirationniste, pour donner une explication absolue, n'hésite pas à convoquer des croyances en des entités malfaisantes métaphysiques. Et là aussi, je donnerai des illustrations. Chez le conspirationniste, au sein duquel peuvent, vous l'aurez compris, s'agréger des comportements tout à fait contradictoires, cristallisés dans la formule « elle n'est pas de moi, mais je vous la communique bien volontiers », douter de tout pour ne plus douter du tout. Voilà comment on pourrait résumer
Hein, s'il fallait retenir une chose de mon propos, ce serait cette formule que je dois à un collègue: douter de tout pour ne plus douter du tout. C'est-à-dire la conviction ferme que des intentions supérieures d'acteurs sociaux individuels et ou collectifs s'imposeraient à tous, parce que ces derniers échapperaient complètement, de par des propriétés quasi magiques, à la contingence et aux interactions sociales susceptibles d'aller contre leurs plans supposés cachés. C'est ça. Pourquoi je parle d'acteurs individuels et ou collectifs? Une précision, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. C'est qu'un acteur individuel, c'est, comme vous le savez, un individu seul. Un acteur collectif, ça peut être une organisation, un groupe. Par exemple, un parti politique est un acteur collectif. Et ça aussi, c'est contre l'enseignement des sciences sociales. Parce que, vous avez sans doute eu l'occasion de le voir, tout groupe social est traversé par des lignes de clivage, des conflits, des interactions. Il n'y a pas de groupe unifié. Même chez les élites qu'on appellerait oligarchiques, il n'y a pas de vision du monde commune, totalement conforme aux uns et aux autres, à la vision des uns et des autres. Alors plus fondamentalement, quel problème nodal pose à la société entière le conspirationnisme? Dit autrement, quel en est le symptôme? Ou de quoi est-il le symptôme? Alors quelques hypothèses, que là aussi je vous demanderai qu'on puisse discuter dans le temps de l'échange. Les Lumières, et de manière encore plus radicalisée dans le positivisme d'Auguste Comte, d'un Auguste Comte par exemple, promettaient l'émancipation pleine et entière de la raison éclairée, rationnelle, ou bien encore l'arrachement aux religiosités aliénantes et autres superstitions par l'instruction publique, comme le préconisait un certain Condorcet. Condorcet promettait que par l'instruction publique, on s'arrache à ces formes de croyances aliénées et aliénantes. Or, le conspirationniste ou les conspirationnistes d'hier et d'aujourd'hui n'accordent guère de crédit à l'instruction publique. Et ça, on va le voir aussi à l'aide d'illustrations. Vous voyez, je suis dans une forme de, vous l'aurez compris, énoncé théorique et ensuite déclinaison empirique. J'ai commencé à le faire, mais je vais vous prouver ce que je dis, parce que vous pourriez dire, M. Sénéguer, vous nous faites quelque chose d'articulé théoriquement, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Et avec un peu de patience, je vous le dirai très vite. Toutefois, le processus de sécularisation, qui peut se définir, on l'a dit, comme la perte d'évidence sociale de la religion dans les interactions sociales, semble dérailler. Dérailler entre guillemets, parce que c'est une expression qu'on doit à Jürgen Habermas. Et là, je vous renvoie aux travaux de Jean-Marc Ferry et de Jürgen Habermas. L'idée de post-séculier, etc. Alors, les travaux de Jean-Marc, et peut-être que Sylvie voudra en dire quelques mots tout à l'heure, sont intéressants parce que c'est une manière de dépassionner le religieux ou la religion dans l'espace public. Quelle est l'idée, l'intuition forte de Jean-Marc Ferry? C'est que plus vous discutez publiquement et contradictoirement d'une religion dans l'espace public, moins vous laissez de place justement au fondamentalisme. Parce que vous forcez les acteurs du discours religieux, non pas forcément à séculariser le discours, mais accepter un point de vue relativiste. C'est-à-dire que vous ne venez plus dans l'espace public avec un point de vue absolutiste, en disant « nous détenons la vérité et nous allons l'imposer aux autres ». Certains vous diront que ça comporte un risque. Dès lors que vous tolérez le religieux ou l'expression religieuse ou la grammaire religieuse dans l'espace public, vous prenez le risque d'une subversion de l'ensemble, notamment d'une subversion de la laïcité. Mais bon, je vous renvoie vraiment à ces travaux, à mon avis, ils pourront vous éclairer. Alors l'avènement de l'Internet, essentiellement au début des années 90, dont un nombre très important de foyers français est désormais équipé, a démultiplié les sources d'informations, vérifiées ou non. Et Internet, on l'a dit, est un facteur majeur de viralité. C'est pourquoi il est l'instrument privilégié des adeptes du complot. Dans cette nouvelle configuration et redistribution sociale de l'information, l'internaute, et ça c'est vraiment un point important, peut avoir l'irrésistible et folle prétention à l'omniscience. C'est ça qui est incroyable dans le conspirationnisme, et vous l'avez peut-être relevé, c'est cette impression de l'omniscience, même le fait que le conspirationniste toise et presque à armes égales, ou même davantage, vis-à-vis du chercheur. Cette espèce de confiance absolue, d'hyper-narcissisme chez le conspirationniste, et là je ne fais pas de la psychanalyse à petite semaine, qui estime vraiment
en savoir davantage, parce que Internet donne le sentiment de l'omniscience, qu'on peut tout savoir en restant chez soi à l'aide de quelques clics. On voit poindre alors non la disparition des grandes religions, bien sûr, mais la profusion et le développement, pas seulement de mouvements néofondamentalistes, donc cette idée de religiosité rigoriste, mais de théologie de la peur. Et les conspirationnistes aiment mobiliser des théologies de la peur. Qu'est-ce que j'entends par théologie de la peur? C'est-à-dire qu'on exploite et on prospère sur les angoisses existentielles dans un monde difficilement déchiffrable. C'est ça qui est prégnant. C'est-à-dire que la théologie de la peur, où certaines angoisses existentielles sont exploitées à plein par les conspirationnistes. Et le conspirationnisme prend en otage une grammaire religieuse intégrale. Qu'est-ce que j'entends par intégrale? C'est l'idée que la religion doit régner de nouveau dans la vie publique et dans la vie privée. Celle de l'islam, par exemple. L'islam ou un certain islam est exposé aux dérives conspirationnistes, pour venir alimenter fantasmes et torpeurs dont le dénominateur commun reste souvent l'antisémitisme. Et je l'ai dit, c'est que ce qui a déclenché pour moi le désir ou le besoin d'aller faire quelques recherches du côté du conspirationnisme, c'est au moment de la rédaction de cet ouvrage que j'ai cité dans le propos liminaire, Petit précis d'islamisme des hommes, des textes et des idées, où j'ai vu que chez un certain nombre de doctrinaires de l'islam politique ou de l'islamisme, dans la tradition de Hassan al-Banna, donc ce mouvement né en 1928, dans la première moitié du XXe siècle, et qui continue d'irriguer aujourd'hui un certain nombre de sociétés majoritairement musulmanes, l'idée de complot, très présente dans ce discours islamiste. Alors, un exemple de complotisme maintenant, c'est la première partie, dit systémique. On va partir du systémique. Alors, il nous vient des États-Unis. Et volontairement, je prends le contre-pied pour vous montrer que ce conspirationnisme n'est pas franco-français, évidemment. Il n'est pas hexagonal, à proprement parler. Mais il a d'autres territoires, d'autres terrains et d'autres traditions aussi d'expression. Je prendrai l'exemple de Pat Robertson, ce téléévangéliste américain protestant, qui, dans un ouvrage, tense le nouvel ordre mondial. Et cet ouvrage a paru en anglais en 91. Qu'est-ce qu'il dit en exergue? Et là, il cite un passage de Luc, chapitre 4. Je cite, « Le diable, l'ayant emmené, lui fit voir un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elles m'ont été données, et les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles t'appartiendront tout entières. » Jésus lui répliqua qu'il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors, Pat Robertson, téléévangéliste, la citation de l'Évangile ne vous surprendra pas, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle figure en exergue dès la première page. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'intéressant que j'observe, par exemple, chez un certain nombre d'acteurs musulmans sur lesquels je travaille. Dès lors que, et ça m'a été dit d'ailleurs dans le terrain, dès lors que vous enserrez votre propos d'une formule religieuse, c'est comme si vous imposiez un argument d'autorité. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est solide. C'est le cas de Pat Robertson, mais c'est le cas dans la Basmala, par exemple, chez certains acteurs de l'islamisme, qui commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, pour, en quelque sorte, en guise d'analgésique, pour vraiment situer les acteurs qu'ils ont en face d'eux. Et cet exemple ne m'a pas été donné par un anti-musulman ou un islamophobe, mais par un acteur salafiste au Maroc, quand il m'a dit que, à propos d'un parti sur lequel j'ai travaillé pour ma thèse, le Parti de la justice et du développement au Maroc, que la formule même de la Basmala est une manière d'entretenir son public dans un certain contexte. Donc vous enserrez votre parole d'une dimension transcendantale pour mieux ensuite administrer vos arguments. Et que dit Pat Robertson dans ce livre? Alors je ne vais pas faire in extenso l'analyse complète, mais quelques exemples. Il parle de sociétés secrètes, d'un processus, je cite, d'élimination de la souveraineté nationale et de construction d'un gouvernement mondial. Donc là, c'est des thématiques vraiment qu'on retrouve chez les conspirationnistes de langue française. Gouvernement mondial, mondialisme, tout y est déjà chez Robertson. Le capitalisme, il parle aussi d'une élite mondiale qui viserait rien moins que l'annihilation du christianisme. Donc l'objectif
pour les conspirationnistes, c'est l'idée de couper la tête à la religion, qui devrait au contraire régner en maître sur la vie des cités. Par ailleurs, le capitalisme mondial, son triomphe, selon lui, n'expliquerait pas ce processus de construction d'un ordre global, mais un groupe influent, une élite du XVIIIe siècle appelée Illuminati, vous l'avez sans doute déjà entendu parler de cela, ou d'autres groupes de noms différents qui agiraient dans la coulisse. Ainsi, les événements de politique publique ne seraient pas le fruit du hasard ou des coïncidences. Pour Pat Robertson, les événements majeurs qui ont scandé l'histoire de l'humanité, mais pas seulement, même les événements les plus anodins, trouveraient des explications d'ordre métaphysique, avec à la manœuvre cachée des conspirations sataniques en tout genre. Alors vous allez retrouver des thèmes que vous connaissez, notamment si vous étudiez la période pré-révolutionnaire ou révolutionnaire. C'est que pour Robertson, francs-maçons, Illuminati auraient occupé des positions gouvernementales afin de saper la dynastie des Bourbons en France et paver la voie à la Révolution française. Déjà, vous voyez, et c'est vrai que après des échanges que j'ai eus avec notamment Philippe Corcuff, il m'a dit que véritablement le conspirationnisme, sous la forme qu'on connaît, serait essentiellement successif à la Révolution de 1789. C'est à vérifier. Je n'ai pas fait l'histoire, hein. En étant honnête. Pour moi, le conspirationnisme est probablement quelque chose qui a existé depuis très longtemps. Mais lui situe vraiment le conspirationnisme tel qu'il se décline, je dirais, dont on peut retrouver des traces aujourd'hui, après la Révolution de 1789, ou pendant, ou un petit peu avant. Bon, il faudrait pouvoir en discuter. Donc pour lui, clairement, plusieurs leaders clés de la Révolution de 1789 furent des membres Illuminati, qui causèrent, je cite, un carnage satanique. Il va même plus loin, et là ça rejoint l'argument que j'ai dit tout à l'heure, le finalisme, le fait que tout est connu à un moment donné, et on y va inéluctablement. Pour lui, les Illuminati et ceux qui ont fomenté la Révolution de 1789 seraient les prédécesseurs de ceux qui ont mené des bains de sang et des purges sous l'Empire soviétique, c'est-à-dire les communistes à la fois sous Lénine et Staline. Pour lui, ces communistes-là sont les successeurs, les dignes héritiers des révolutionnaires ou de ceux qui ont agité la Révolution de 1789. Par ailleurs, et là il prend plusieurs exemples, il cite la période nazie qui, d'après lui, correspondrait au fait que des leaders du nazisme auraient été influencés par des forces occultes. Celles-ci auraient, je cite, clairement inspiré leur horrible programme de domination mondiale. Par ailleurs, il met en avant le fait qu'il y aurait l'avènement, justement à cause de ces forces sataniques, d'une religion New Age. Et aux yeux du prédicateur américain, cette littérature New Age offrirait trois aspects principaux. Premièrement, la subversion et la dénégation de la révélation divine. Deuxièmement, la déification de sa propre personne ou autodéification. C'est-à-dire qu'en gros, la promotion de la liberté individuelle, déjà, est coupable. Le fait de pouvoir se situer librement par rapport à une religion ou par rapport à sa vision du monde est déjà coupable. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième élément, c'est la submersion ou la subversion de l'individu personnel dans un vaste ensemble. Espèce d'écrasement de l'individu dans un vaste ensemble qui contrôlerait ses destinées. Ainsi, les religions du New Age, ces phénomènes de religiosité diverses qu'on voit justement dans le cadre de la sécularisation, dans un monde global, infiltreraient toutes les sphères sociales, les écoles, les corporations, les élites. Et pour lui, une crise financière qui accélérera la création, je cite, d'un système monétaire mondial. En fait, ce qui est incroyablement saisissant, pour vous montrer le caractère circulatoire du conspirationnisme, c'est que ce que dit Pat Robertson en 1991 n'est pas sensiblement différent de ce que dit un Alain Soral dans Comprendre l'Empire, par exemple. Dans cet ouvrage qui a été vendu quand même à plus de, je crois, 300 000 exemplaires, ce qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'il n'a eu aucune publicité, Alain Soral, et pourtant il a réussi à vendre ce bouquin. Ce qui montre bien que cette offre correspond aussi à une demande. Alors je veux bien qu'on puisse compter parmi ceux qui l'achètent des chercheurs. Pour vous dire vrai, je ne l'ai pas acheté moi-même. Bon, alors moi m'excluant. Mais le fait même qu'il diffuse 200 000, 300 000 exemplaires, ça montre
pas forcément tout le temps un attrait, mais en tout cas un intérêt pour ce qu'il dit. Donc ça, c'est quand même intéressant. Vous voyez, donc il y a des liens entre ces formes de conspirationnisme. Bon, il y a d'autres exemples, mais je m'arrêterai là pour Pat Robertson. Donc j'ai pris un pas de côté pour vous montrer que ce n'est pas spécifique à une tradition religieuse. Maintenant, pour ce qui est d'Alain Soral, et cet acteur social important, qui est une figure importante de l'Internet en fait, on l'a dit, il cumule sur Internet des millions de vues, et qui est devenu un adepte de la dénonciation du complot, du système d'ailleurs, entre guillemets. Le système, c'est un terme très pratique. Et on l'a analysé justement, et là je vous renvoie à cette tribune que je vous ai citée tout à l'heure, le 3 avril 2014. C'est une tribune co-signée et parue dans Rue 89 avec Philippe Corcuff, intitulée « Quand les disciples d'Alain Soral nauséabondent à Lyon ». Le titre n'est pas de moi. J'ai l'habitude de choisir des titres peut-être plus littéraires. Philippe Corcuff a choisi cet article pour, comme on dit, comme accroche. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Parce que, en fait, l'occasion de cette tribune, c'est des analyses que j'avais faites déjà d'Alain Soral, que vous pouvez retrouver dans le Huffington Post, notamment cette alliance entre la droite néo-traditionnaliste chrétienne et les musulmans, qui arrive à fédérer Alain Soral. Je vous renvoie à taper à Wesseniger, Huffington Post, vous aurez tous mes articles. Il a été victime, dans un cours qu'il a donné à l'Université populaire de Lyon, d'une descente, entre guillemets, de soraliens. Et comme il abordait la question de la déconstruction du conspirationnisme soralien notamment, mais d'autres, il a été pris à partie. Et suite à cela, on a fait une tribune commune. Voilà ce que nous disions. Les séductions rhétoriques portées par Alain Soral sont particulièrement nourries par deux ornières intellectuelles radicalement mises en cause par les sciences sociales contemporaines. Le conspirationnisme et l'essentialisme. Le conspirationnisme, ou théorie du complot, consiste en une vision systématique d'un événement ou, plus largement, du cours de l'histoire humaine, mettant l'accent sur la manipulation consciente et cachée par quelques personnes ou groupes puissants. La critique de telles théories du complot ne remet pas en cause l'existence bien réelle de complots, de manipulations cachées, de coups tordus, etc., dans l'histoire humaine. C'est seulement l'hypothèse selon laquelle ces manipulations donneraient le « là » aux événements qui est refusée. Donc en fait, il ne faut pas qu'on nous fasse dire des choses qu'on ne dit pas. Bien sûr qu'il y a des complots au sens ordinaire du terme, des coups fourrés, des coups tordus, comme on le dit. Par exemple, des opérations de la CIA à un moment donné en 1953 pour destituer, faire tomber Mossadegh en Iran. Ceci, cela. Il peut y avoir conjoncturellement disons des actions de ce type. Mais contrairement au conspirationnisme, ce n'est pas un récit systématique. Il n'y a pas que ça. Et tout le temps ça, et rien que cela. Ainsi, nous ajoutions, au lieu de faire des intentions manipulatrices de quelques puissants le cœur des mécanismes sociaux, les sciences sociales relocalisent la place des intentions humaines dans des mécanismes sociaux et historiques plus larges. Le poids des structures sociales, de classe, de sexe, coloniales, etc., pesant sur les intentions, la place des habitudes acquises, voire du non-conscient. Les sciences sociales n'expliquent presque jamais un événement par un seul facteur. Leurs explications recourent le plus souvent ou le plus fréquemment à plusieurs facteurs, etc. Donc je m'arrête là parce que c'est des choses que j'ai déjà dites. Alain Soral, qu'est-ce qu'il diffuse, cet Alain Soral? On va donner un nouvel exemple de complot systémique. Par exemple, il relaye Alain Escada. Alain Escada, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, et probablement qu'il est inconnu au plus grand nombre, est le chef de file de l'association Civitas, acteur du printemps français. C'est l'aile la plus radicale de la Manif pour tous. Vous savez, contre le mariage des couples de même sexe. Et Civitas, quel est le slogan de Civitas? Donc pareil, je vous renvoie à son site internet, il y a des documents très intéressants pour ceux qui s'intéressent à l'intégralisme. Le slogan, c'est « Pour une cité catholique ». Vous voyez, tout un programme. C'est comme chez les islamistes, pour une cité, la cité de Dieu, par exemple. À ce propos, de nombreux documents produits par l'association nous renseignent sur sa vision du monde. Et je n'en citerai qu'un seul exemple. Il y en a d'autres. Voilà ce que regrette Civitas. L'exclusion du règne de Dieu sur nos institutions. L'exclusion du règne de Dieu sur nos institutions.
Ça veut dire qu'en gros, et ça franchement c'est quelque chose qui est très 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 prégnant dans la rhétorique aussi bien soralienne que catholique intégrale, c'est l'idée que c'était mieux avant 1789. Royalisme, christianisme d'État, etc. Et Alain Escada est intervenu, il intervient d'ailleurs régulièrement sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et le 23 avril 2016, et je me suis infusé cette tâche, puisque j'ai écouté cette conférence à 2 reprises sur Internet. Croyez-moi que c'est une tâche qui peut paraître pénible, et cette vidéo, au moment où j'ai rédigé mon propos, a été vue plus de 20 000 fois. Donc là, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez écouter. 23 avril 2016, il a donné une conférence à Nantes, dans une antenne de Égalité et Réconciliation, sur le thème « Est-il possible de résister au nouvel ordre mondial ?» Qu'est-ce qu'il dit Alain Escada? Donc quelques phrases prélevées pour illustrer mon propos. Pour résister au nouvel ordre mondial, il faut d'abord l'identifier. Et là, il fait référence aux ouvrages d'un certain Pierre Hilard. Alors Pierre Hilard, alors je vais m'autoriser une... Je vais me lever, je sais que la technique est tout à fait fine pour me permettre cela. En fait, je vous renvoie à des textes ou à des prises de position de Pierre Hilard, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, tout aborder. Donc, pour aller plus loin pour le séminaire, allez voir sur Internet ce que dit Pierre Hilard. Et je me suis appuyé sur un de ses ouvrages, justement, sur le mondialisme, hein, le thème, je vous l'ai dit, récurrent du conspirationnisme. Donc, Pierre Hilard, il dit qu'il faut s'appuyer sur ces ouvrages. Donc, c'est une circulation, si j'ose dire, circulaire. C'est-à-dire que chacun se cite. Il y a pas, on ne sort pas du domaine des références pour les conspirationnistes. On se cite les uns les autres. Les uns renvoyant à Hilard, les autres renvoyant à Soral, etc. Et il parle de Pierre Hilard comme quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup d'informations de première main. Et voilà ce que dit Escada. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça fait le lien des 3 mots du cours, du séminaire. Mon analyse des événements n'est pas simplement naturelle, mais aussi spirituelle. Il est nécessaire d'admettre, nous dit-il, nous dit Alain Escada, que derrière le nouvel ordre mondial, il y a un combat mené par la synagogue de Satan contre Dieu. Si l'on n'admet pas cet aspect eschatologique, donc l'eschatologie c'est la doctrine des fins dernières de l'homme, on ne peut pas comprendre la malice destructrice de ce nouvel ordre mondial. Cela ne veut pas dire que si l'on n'a pas la foi, on ne peut pas comprendre la nocivité du nouvel ordre mondial. En tout cas, si l'on n'admet pas la notion de combat de la synagogue de Satan contre Dieu, on ne mesure pas quelle est la finalité de ce nouvel ordre mondial. Il faut bien mesurer que les champs d'action de ce nouvel ordre mondial sont globaux, etc. Je citerai d'autres passages. En fait, d'abord parler de synagogue de Satan, ça renvoie à cette littérature, je peux vous assurer, antisémite du 19e siècle. Donc, en fait, c'est les habits neufs d'une vieille rhétorique, au fond. Et ça, je l'illustrerai encore davantage. Hein, mais c'est ça, fondamentalement. Et le fait même d'associer synagogue et Satan est déjà très révélateur de l'arrière-plan idéologique d'Alain Escada. Pas de lui seul, parce que, je vous dis, bien sûr, c'est groupusculaire, ces Vitas. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais le fait de tenir ce type de discours dans l'espace public, ça a des effets. Donc, on ne doit pas être aveuglé par la quantité, le quantitatif, en disant « mais ça ne représente rien ». Si, ça représente, dès lors que c'est déjà distillé dans l'espace public. Il y a d'autres passages que je vais vous citer pour donner une illustration de ce complot systémique. Voilà ce qu'il dit. Cela signifie par exemple, y compris dans vos loisirs, y compris dans votre façon de consommer, de vous alimenter, de vous vêtir, de vous soigner, de vous loger, et bien tout cela, d'une façon ou d'une autre, a une implication. Donc pour lui, même votre vie de tous les jours est commandée, sans que vous le sachiez, à l'insu de votre plein gré, si j'ose dire, par une espèce d'influx qui orienterait votre pensée, qui orienterait vos rapports au monde et vos actions. Et là, il cite les romans, notamment à un moment donné, de George Orwell, 1984, et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et il dit que cette littérature est importante parce qu'elle prouve que ce qu'on croit être totalement fantasmatique aujourd'hui pourrait advenir demain. Mais vous l'aurez saisi, c'est sa lecture de Huxley et d'Orwell. Ça aussi, c'est une stratégie
le name dropping en cours dans le conspirationnisme, c'est qu'on va vous citer 50 000 livres. Soral est un professionnel de cela. Il vous cite des livres, vous avez l'impression qu'il est savant, hein, qu'il est sachant, mais en réalité, si vous lisez vous-même individuellement ces textes, je ne suis pas certain que vous leur fassiez dire ce qu'il dit lui. Il y a un effet, encore une fois, d'action d'autorité, un argument d'autorité qui est déployé. Et c'est ce qui frappe ces militants, à mon avis. Ce qui fait qu'il a beaucoup de succès, parce qu'il a une rhétorique bien huilée, et en faisant du name dropping, il arrive comme ça à attirer un public assez large. Il continue en disant que la résistance au nouvel ordre mondial peut se concevoir à 3 niveaux. Le niveau individuel, celui d'un groupe organisé ou celui d'un chef d'État. La perspective, ce serait d'avoir un chef d'État qui appuie cette lutte contre le nouvel ordre mondial, entendu au sens de civitas. Et il dit la chose suivante, il n'existe aucun candidat à l'élection présidentielle de 2017 qui ait l'intention de s'affranchir réellement des lobbies et des forces occultes. Vous voyez, la convocation du métaphysique. On l'a vu encore récemment avec une candidate dite d'opposition nationale dont les intentions sont clairement d'aller visiter Israël pour montrer sa bonne volonté à l'égard de ceux qui dirigent le monde et dont les membres de la direction ont annoncé qu'il y aurait bientôt un organisme communautaire destiné à accueillir les membres juifs dans son parti. Donc il fait un lien entre Israël, les juifs. Ce type de communautarisme ethnocentré aurait été totalement improbable vis-à-vis de n'importe quelle autre communauté, et on voit de quelle façon désormais tout le débat politique tourne systématiquement autour de certains lobbies, de certaines organisations toutes puissantes. Donc en fait, ce n'est pas une critique d'Israël ou des gouvernements d'extrême droite, c'est vraiment faire le lien entre Israël et les Juifs et d'inclure les Juifs dans cette conspiration en réalité. Alors il ne le dit pas aussi ouvertement, évidemment, parce qu'il tomberait sous le coup de la loi, mais c'est très prégnant dans le discours d'Alain Escada. Il ajoute une nouvelle illustration, puis ensuite je passerai là-dessus. Puisque le nouvel ordre mondial veut faire de nous des consommateurs nomades, sans Dieu, sans patrie, sans famille, la règle numéro 1 de notre résistance passe par le réenracinement spirituel, national, moral, familial. En fait, il dira à d'autres reprises, mais je m'en arrêterai là pour ces citations, c'est qu'il faut sortir ces enfants des écoles traditionnelles. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un doute hyperbolique vis-à-vis de l'instruction publique. Et pour Escada et d'autres, l'instruction publique est complice de ce nouvel ordre mondial, apatride, etc., qui voudrait faire des êtres sans spiritualité, des enfants des êtres sans spiritualité, sans foi ni loi, totalement soumis à l'intérêt mondialiste. Ça va même plus loin. C'est que pour lui, la légalisation du mariage des couples de même sexe participe de ce projet mondialiste. Il dit, par exemple, à un moment donné, que le mariage pour les couples de même sexe faciliterait, je cite, la subversion. Plus la vice, plus la perversion, plus la subversion se répandent dans la société, plus les mondialistes voient leur pouvoir grandir, voient le matérialisme prendre possession des individus. Il dit l'inverti, il ne parle pas d'homosexuel, il reprend ce vocable qu'on trouve aussi dans cette littérature antisémite. L'inverti fait la fête, l'inverti consomme, l'inverti vit dans le plaisir, la luxure, le matérialisme. Et donc, la boucle est bouclée, l'homosexualité servirait le mondialisme. Voilà pour Alain Escada. Maintenant, dans le cas de l'islam, toujours fédéré par Alain Soral, et c'est intéressant, puis j'arriverai progressivement à la fin. Il cite souvent, et de plus en plus si vous allez sur le site consulter, un certain Imran Nizar Hussein. Imran Hussein, souvent vanté, valorisé sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et je vais vous donner quelques caractéristiques biographiques de cet individu. Imran Hussein. Vous avez un certain nombre de ses ouvrages disponibles sur le net. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez également la dimension métaphysique et pour le coup islamique, dans le cas de Hussein, dans le conspirationnisme. Alors, Imran Nizar Hussein, on a quelques éléments biographiques. Il est né en 1942 sur l'île caribéenne de Trinidad et dont les parents sont originaires d'Inde. Alors, il serait diplômé d'une institution religieuse musulmane de Karachi. Il aurait étudié à l'université de Karachi
à l'université d'Al-Azhar en Égypte. Tout cela, il faudra le vérifier plus avant. Mais aussi au Graduate Institute of International Relations de Genève. Il aurait même vécu à New York quelques années, durant lesquelles il aurait officié comme directeur d'organisations musulmanes new-yorkaises. Alors c'est la coqueluche des milieux conspirationnistes, musulmans comme non musulmans, ce qui montre bien que le conspirationnisme est aconfessionnel ou transconfessionnel. Pour ce dernier, donc l'imam Imran Hussein, le 11 septembre serait une pure machination des États-Unis d'Amérique pour entériner un plan de conquête et de domination des ressources naturelles au Moyen-Orient, le démantèlement du monde arabe majoritairement musulman, etc. Donc clairement, si vous voulez, c'est un bon appui pour Alain Soral. Alain Soral n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, mais ce discours pour lui permet aussi d'agréger autour de son combat, de sa lutte, des éléments musulmans, des musulmans. Encore faut-il que ces musulmans accordent crédit à Imran Hussein. Vous voyez cette stratégie. Donc on peut dire que ça relève de la stratégie. Et le polémiste en question, Soral, édite les ouvrages d'Imran Hussein dans sa maison d'édition Contre-Culture. Le titre aussi est intéressant de la maison d'édition, Contre-Culture. Ça veut dire que la culture qui vous est prodiguée ordinairement n'est pas la bonne. Donc, tout ça, c'est des messages pour les politistes qui s'intéressent aux mots. C'est tout à fait intéressant de montrer quel process nourrit ces acteurs. Donc je vais citer quelques passages d'Imran Hussein. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres acteurs hein, qui sont convoqués par Soral. Alors, les conflits au Moyen-Orient offrent une matière profuse et exploitable pour les conspirationnistes en général et les conspirationnistes mobilisant une grammaire islamique ou religieuse en particulier. Alors là, je vous renvoie à un entretien accordé par Imran Hussein au Cercle des Volontaires. Donc, Cercle des Volontaires, c'est un site, entre guillemets, de réinformation, toujours sur ce même modèle conspirationniste. Un entretien paru le 16 octobre 2014. Si vous tapez Imran Hussein, le Cercle des Volontaires, vous aurez cet entretien. Et le titre de l'entretien lui-même nous met sur la piste. Qu'est-il dit? État islamique, virgule, Saoud, Saoud, donc la famille régnante en Arabie Saoudite, nouvel ordre mondial. Donc un lien est établi entre l'État islamique, la dynastie des Saouds et le nouvel ordre mondial. Alors, il y a un propos en entonnoir, je ne rentrerai pas dans les détails, où il parle de la manipulation d'un Père Noël. C'est Imran Hussein qui parle de cela. Donc la première étape, quelle est-elle, selon lui? Diviser les sunnites et les chiites par le biais de guerres civiles. Donc l'idée, c'est qu'on a volontairement agité le conflit confessionnel pour justement, dans ce cadre de cette première étape, avec la perspective de démantèlement. Et là aussi, c'est redoutable, parce qu'on sait qu'il y avait l'idée chez Bush du grand Moyen-Orient. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et j'ai eu une fois quelqu'un dans le public qui m'a dit « c'est pas le conspirationnisme, regardez ce qu'a dit Bush ». Oui, mais au moment où Bush projette le grand Moyen-Orient, il n'a pas l'idée de savoir ce qui va se passer derrière, à moins de faire de Bush un omniscient, un être omniscient. Donc tout ça, ce sont des pièces à charge chez les conspirationnistes pour venir dire qu'il y a eu un plan déjà, mais on le savait déjà avant. C'est-à-dire qu'ils relisent l'histoire à l'envers. Quand vous connaissez ce qui s'est passé, c'est plus facile ensuite de dire, voyez, il y avait une intention cachée et la preuve par les faits. C'est la première étape selon lui. La deuxième étape, pour Imran Hussein, ce serait encourager à la révolution islamique. La troisième étape, pour lui, c'est que la guerre Iran-Irak aurait eu pour vocation de substituer aux nations établies un autre clivage territorial plus pérenne, fondé sur la dichotomie sunnite-chiite. La quatrième étape, l'insurrection en Syrie aurait eu pour objectif non pas la libération des Syriens du joug du régime autoritaire de Bachar al-Assad, mais l'activation des antagonismes entre chiites et sunnites. Et les rebelles syriens, djihadistes inclus, auraient investi ensuite Daesh pour parvenir à cette fin. Donc comme si les États-Unis, comme chef d'orchestre, savaient qu'à un moment donné, il y allait avoir la création de Daesh et que certains rebelles syriens allaient rejoindre Daesh. C'est totalement saugrenu ou farfelu comme explication. Donc toujours sur la base de ce qui advient. Bon, là je vous renvoie, comme je l'ai dit, à cet article, je passe dessus.
Pour Imran Hussein, les Saouds qui sont installés en Arabie, hein, au long de ce pacte du Najd, ce pacte entre Ibn Abd al-Wahhab, un fondateur éponyme ensuite du courant wahhabite, et les Saouds, pour lui, les Saouds installés en Arabie seraient les soldats du Dajjal. Le Dajjal, dans la représentation islamique, c'est l'antéchrist. C'est pourquoi, selon lui, ils refuseront, ces Saouds, de restaurer le califat dans l'imaginaire de Imran Hussein. Que pouvons-nous dire d'autre à ce sujet? Oui, alors il dit par ailleurs, dans cet entretien, et qu'on retrouve condensé dans des ouvrages qu'on trouve sur Internet, pour qu'Israël gouverne le monde, les sionistes doivent provoquer la guerre mondiale entre les pays alliés des Russes. Les sionistes veulent cette guerre. Ils veulent cette guerre pour en arriver à une destruction mutuelle de l'OTAN, la Russie et ses alliés, pour ce qu'il reste du monde après la guerre nucléaire soit plus facilement contrôlable et gouvernable. Vous voyez cette géographie mentale qui nous est proposée. Bon, je passe là-dessus pour vous montrer que des acteurs comme Imran Hussein, pourtant musulman, sont mobilisés par Alain Soral. Maintenant, je passe au conspirationnisme ponctuel, événementiel. Je vous ai dit la question de la théorie du genre, et puis ensuite je vous donnerai la parole. Je vais aller assez vite, hein. Il y avait d'autres aspects du complotisme systémique, mais je vous ai donné les éléments essentiels. Bien sûr, chez Pierre Hillard, on aurait pu l'aborder, mais je le ferai après si vous me posez des questions à ce sujet, c'est le christianisme qui joue le moteur et la dénonciation des juifs, etc., la volonté de retrouver un ordre chrétien en France, un ordre royal qui appliquerait les... Pour Pierre Hillard, par exemple, Vatican II est une machination, justement, des ennemis de l'Église traditionnelle. Alors, la mobilisation, la théorie du genre. Je vous renvoie à cette tribune que j'ai écrite, au cas où je manquerai de temps, écrite il y a 2 ans, la mobilisation contre la théorie du genre, les habits neufs d'une vieille rhétorique, point d'interrogation. Alors, je vais aller à l'essentiel. Il y a eu, sous justement la mobilisation d'une certaine Farida Belgoul, qui a été qui était présente dans le champ social au début des années 80, notamment pour la reconnaissance des immigrés, des personnes issues de l'immigration. Elle a été à l'origine en 2014 des journées de retrait de l'école, les JRE. Et elle a réussi, elle-même figure qui a été investie par Soral. Vous voyez, tous les chemins, entre guillemets, mènent à Soral, parce que Farida Belgoul est revenue à la lumière via Soral. Et Farida Belgoul a initié les journées de retrait de l'école, et se sont joints à elle des acteurs de l'islam de France, notamment Nabil Nasri, président du collectif des musulmans de France, ou Albert Ali, membre de l'Union des organisations islamiques de France. Alors on pourrait dire, et je vais essayer de vous dire de quoi il retournait, rien de nouveau sous le soleil devant la mobilisation des journées de retrait de l'école, initiée par Farida Belgoul. Alors la polémique à ce moment-là, c'était de prétendre que l'école et les enseignements qui seraient dispensés, promouvraient l'indifférenciation sexuelle. C'est pour ça qu'ils ont choisi le thème de la théorie du genre. Et quand on analyse de près le discours qui a été ceux des acteurs des journées de retrait de l'école, on se rend compte que bien des aspects nous ramènent entre le milieu du XIXe siècle, avec l'adoption des lois Ferry en 1882 sur l'école publique, à l'issue de laquelle l'instruction confessionnelle et les signes religieux furent expulsés des édifices scolaires publics, et le début du siècle suivant, en 1905, c'est-à-dire au moment où la loi de séparation des églises et de l'État fut votée en France, au terme, comme vous le savez, d'échanges conflictuels vigoureux entre cléricaux et anticléricaux. Et malgré ces dénégations, parce qu'ensuite elle a dénié des liens forts avec Soral,
Farida Belgoul a une dette symbolique à l'égard de l'essayiste Alain Soral, en tout cas à ce moment-là, en 2014, qui lui a redonné la visibilité dont on a parlé à l'instant. Et cette mère de famille était animée à cette époque d'un esprit de retour en grâce, compte tenu de ses espoirs déçus vis-à-vis des institutions de notre pays et du Parti socialiste notamment, dans leur incapacité, d'après elle, à répondre aux aspirations des populations issues de l'immigration. Donc on ne peut pas non plus s'abstraire totalement dans l'activation du conspirationnisme de déception dans l'espace social, parce que le conspirationnisme se nourrit aussi de cela. Il se nourrit de l'information parcellaire par moment, des informations tronquées ou trop rapidement abordées pour nourrir le conspirationnisme. Donc il y a des facteurs objectifs, on l'a dit, mais liés à un certain nombre d'incapacités des élites politiques. Et elle a trouvé autour de la question dite du genre un nouveau créneau de mobilisation sociale, une nouvelle cause sacrificielle, pourrait-on dire, pour exercer un leadership et retrouver la lumière. Alors, Farida Belgoul et ceux qui l'ont accompagnée dans ces journées de retrait de l'école ont adopté une attitude messianique et populiste, dans la mesure où ils se sont arrogés la légitimité de parler au nom, je cite, du peuple de France. En outre, le langage employé par ces acteurs des journées de retrait de l'école ne prête aucune ambiguïté. Dans un monde qui va ou qui irait inexorablement à volo, dans lequel s'opposeraient plus que jamais les forces du bien et les forces du mal, l'humanité courrait à sa perte par la dépravation et la dissolution morale progressive. L'idée de dégénérescence morale est très présente dans ces JRE. C'est pourquoi leur action serait salvatrice au plan de l'humanité, au fin d'éviter une dégénérescence programmée dont l'enfant serait en quelque sorte la victime expiatoire. Et Farida Belgoul a été l'instigatrice et l'animatrice d'une conférence de presse, et là je vous demande de retenir la date parce que ça vous permettra de vous y référer, le 19 février 2014. Qui participait à cette conférence de presse, justement visant à légitimer les journées de retrait de l'école? Des hommes et des femmes représentant grosso modo les structures suivantes. Vous aviez le Cheikh Ahmed Miktar, président de l'association Imam de France, membre de l'UOIF, Union des organisations islamiques de France, qui est en quelque sorte la filiale française des Frères musulmans. Vous aviez également Albert Ali, sympathisant d'égalité et réconciliation, proche de Soral et membre lui-même de l'Union des organisations islamiques de France. Vous aviez bien sûr, on l'a dit, Nabil Nasri, sympathisant de l'UOIF et président du collectif des musulmans de France, mais également Béatrice Bourges, présidente du Printemps français, Alain Escada, on l'a cité, président de Civitas, Christine Boutin, ancienne ministre, présidente du Parti chrétien-démocrate. D'autres personnalités étaient également présentes, parmi lesquelles l'abbé de Tanwarn, qui cultive une vision plutôt rigoriste et exclusiviste du catholicisme. Et quelles sont les expressions et le vocabulaire qui étaient utilisés? D'abord, ils ne sont jamais parvenus à démontrer l'existence de l'enseignement de la théorie du genre. Parce que pourquoi? D'abord, il y avait une confusion entre l'égalité des sexes devant les fonctions, devant l'intégration sociale et professionnelle, c'était ça, et l'indifférenciation sexuelle. Même dans des projets qui n'ont jamais vu le jour d'ailleurs, de l'éducation nationale, d'abord c'était sectorisé, ce n'était pas un programme officiel, c'était l'idée qu'une personne ne peut pas être enfermée dans une identité préconstruite. Ce n'était pas de dire il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, c'est de dire qu'un homme ou une femme n'est pas qu'un homme et qu'une femme. Et toute la construction rhétorique justement des adeptes des JRE, c'était de dire on vous ment. L'objectif, ce n'est pas de reconsidérer la pluralité identitaire intrinsèque à chaque individu, mais l'objectif final, c'est d'indifférencier les sexes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et dans les expressions utilisées au moment de cette conférence de presse, 2014, voilà ce qu'on y entendait. Et c'est disponible sur Internet. Médias menteurs, médias mainstream, la chair de nos enfants qu'ils dévorent, mais sans laquelle ils n'ont pas d'existence. Injustice, mensonge et domination. Nourrir les guerriers du maquis que nous sommes. Action pour sauver les enfants en France. Interdire la théorie du genre à l'école.
la théorie du genre avance masquée. Nous allons vers un État totalitaire, l'avenir de l'homme est en jeu, nous sommes dans un changement de civilisation. Pourquoi l'Église de France n'est-elle pas plus active et dynamique? L'heure est tellement grave qu'il faut faire des alliances, etc., etc. Et si vous croisez ce discours, David contre Goliath, excusez du peu, bon, il y a bien d'autres... L'enfance, ne pas abandonner l'enfance à ses projets sataniques. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ce qui se disait au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, ou au début du XXe siècle. Et on a la rhétorique de la société sans Dieu, le fait que la franc-maçonnerie aurait pris la direction de la France, que la doctrine athée prônée et acceptée comme morale d'État devrait logiquement conduire à l'absence de toute morale, etc. Et cette rhétorique, c'est pour ça que j'ai parlé d'une rhétorique, les habits neufs d'une vieille rhétorique, et cela est une composante essentielle du conspirationnisme. J'ai dit presque tout ce que j'avais envie de vous dire. Je m'arrête sur ces paroles.